c'est très douloureux ce matin, hein, je peux vous assurer. La première étape, ou du moins la première articulation, on a déjà commencé à en parler ce matin. Dominique Audrey, tu as tellement de choses à dire. Il y a des modifications, des changements derrière le menu. Vous pouvez vous concerter. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, c'est qu'il y a deux cas urgents. Il y a le fonctionnaire de Nkonsamba. Oui. Et il y a également un papa de 75 et par là qui veut l'enfant de la retraite et sa femme n'est plus d'accord. On reste avec les fonctionnaires peut-être en disant d'abord bonjour aux autres. On va leur dire bonjour, Dominique Audrey. Bien entendu. Hein? Aujourd'hui, je suis polie. Bonjour, Charles Armel. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va aller. Bon, Dominique Audrey, annonce le blog, l'émission. Allez, continuez à dire bonjour. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Dominique Audrey. Nous sommes déjà au mois de mai. Oui. Bon, attends, toujours. J'ai jusqu'à la fin d'année. Franchement, il faut vraiment qu'il y ait le du président de l'émission. C'est parce que il y a des choses, il y a des sujets intéressants. Parce qu'il y a des sujets qui me sont moi tabous, mais qui ne sont pas tabous pour toi. Donc, tu as cette liberté de pouvoir en parler. Bonjour ma fille. Donc, le père a décidé, hein, on va parler du cas du fonctionnaire de Nkonsamba. Qui dit... Pas dit bonjour aux autres, Dominique Audrey, à ceux qui regardent. Bien, pardon, je crois que vous l'aviez déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait, je n'ai dit bonjour à personne parce que j'ai laissé le son. Bonjour encore, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver encore pour cette autre production. Vous n'avez pas prévu ça? Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas prévu? Allez-y, Dominique Audrey, allez-y. Donc, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver encore ce matin. Oui. Comme vous savez, chaque jour, on a des rubriques et on commence, bien entendu, par l'histoire du jour qui sera suivie par la colère de Charles Armel, la revue des réseaux sociaux, interpellation. Donc, ce matin, on prend un car qui part vers Nkonsamba où un fonctionnaire en service, marié, père de 3 enfants, est un peu en souffrance. Mon couple va très bien, je n'ai aucun problème. Sauf que mon beau-frère est venu passer un séjour chez moi et j'ai vu ses allures. Il avait une très mauvaise fréquentation. Il se droguait et mes multiples efforts pour lui demander de ne plus avoir de mauvaise fréquentation n'a pas abouti et on s'est séparés dans de mauvaises conditions. Le problème est que depuis ce jour, mon beau-frère interdit la présence de mes enfants dans leur maison où vit aussi ma belle-mère. Je note que mon beau-papa n'est plus vivant. Maintenant, que puis-je faire car mes enfants ne parviennent plus à visiter leur grand-mère qui les aime beaucoup car... ce sont ses seuls petits-enfants. Ma belle-mère n'a eu que 2 enfants, ma femme et le petit frère en question qui se drogue. Ma belle-mère insiste pour que les enfants viennent passer les vacances chez elle. Moi, connaissant mon beau-frère très violent, j'ai peur de courir ce risque en envoyant les enfants là-bas. Vraiment, que puis-je faire? Je suis dans cette famille depuis 7 ans déjà. Son séjour chez moi a duré 2 mois. Et pendant les 2 mois qu'il était chez moi, en Nkonsamba, à peine arrivé chez moi, il a commencé avec la cigarette, il a commencé avec les amis. À peine une semaine, les voisins sont venus me dire que mon enfant, mon beau-frère, a de mauvaises fréquentations. Je l'ai conseillé, il a fait semblant d'écouter, mais rien. Ma femme alors, il ne la respecte, mais pas du tout. Et je suis sûre que si je ne suis pas présent, elle ne peut même pas ouvrir la bouche pour faire un reproche à son petit frère. Ma femme est de mon côté, elle connaît très bien mon frère. Ma belle-mère, elle, est impuissante face à son fils. Même ses oncles ont menacé, mais ils ne changent pas. À plusieurs reprises, leur maman l'a fait convoquer pour des réunions de famille, mais rien. Ma femme est âgée de 27 ans, son petit frère est âgé de 21 ans. Comment faire puisque ma belle-mère veut des enfants pour les vacances et j'ai peur. Je ne veux pas heurter ma belle-mère en lui disant un non catégorique. Comment faire pour comprendre donc à ma belle-mère que je ne peux pas envoyer mes enfants chez elle et comment faire pour établir la paix entre le petit frère et les enfants et la maman. Quel est le rôle que je dois jouer dans cette famille? Il a peur d'envoyer les enfants chez sa belle-mère parce qu'il ne s'entend pas avec son beau-frère. Oui. Le séjour a très mal tourné. Mais je sais pas, j'ai du mal, Bengal, moi, à comprendre cette histoire. Ça veut dire qu'on est dans une famille où chacun fait ce qu'il veut. C'est le règne de la terreur. Parce que si l'enfant de 21 ans
arrive à faire peur de cette façon à son poste, c'est quand même assez surprenant tout de même. Pourquoi la belle-mère? Parce qu'en aucun moment je n'ai écouté le beau-fils dire ma belle-mère a convoqué une assise avec nous tous, voilà ce qui est ressorti de cette assise-là. Oh que non, on ne parle pas, on ne parle pas de ça. Simplement aujourd'hui, si j'envoie mes enfants là-bas, ce sera la catastrophe. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais est-ce qu'il faut mêler les enfants à nos différents moments Bengan? Non, ce n'est pas mêler les enfants aux différents. Le garçon, c'est un garçon unique. Généralement, les garçons uniques ont cela. Il y a une sœur aînée qui allait en mariage, peut-être en mariage. Bon, papa n'a pas eu le temps de redresser convenablement, maman non plus. On doit dorloter de telle manière que tout était permis. Et voilà, tu te trouves donc maintenant qu'à l'adolescence, tu t'es gâté. Papa n'est plus. Les frères de papa n'arrivent pas à te contenir, les frères de maman non plus. Donc, ce n'est pas un cas, j'allais dire quoi, compliqué à gérer. C'est pas compliqué. C'est compliqué si vous lisez le problème sous le prisme occidental. Il faudrait que maman, qui a la faiblesse de gronder l'enfant, de redresser l'enfant, confie l'enfant à son beau-fils. Mais avec la bénédiction de sa famille à elle, la mère, et de la famille de son mari, donc la famille de l'enfant. L'enfant a ces deux piliers-là, la famille de sa mère, la famille de son père, qui, semble-t-il, ont ce prisme occidental-là. Ah, donc l'enfant, vraiment, nous, on dit des conseils, il n'a pas. Non, l'enfant, vous dites qu'il a 21 ans. 21 ans. Voilà, et ça veut dire qu'on l'a vu. Il se fait des dérapages au point où ça devient une décision. Non, on sort la méthode forte. Et on confie, semble-t-il, son beau-frère, le beau-frère de l'enfant, semble être prêt à des méthodes fortes. On lui confie l'enfant. On lui confie l'enfant de telle manière qu'il prend l'autorité sur l'enfant, même auprès de la mère de l'enfant. Ça, c'est la famille qui le lui donne, cette autorité-là. Ou alors un membre de la famille du côté de son père, parce qu'il a doté auprès de qui? Ça, il n'a pas chef dit. de famille. Voilà, donc même si le père, voilà, à ce moment-là, le chef de famille constate qu'il a un élément qui est en divagation, un élément dangereux dans la famille. Ce n'est pas le genre d'élément qu'on peut considérer comme le faux de la famille, mais c'est un élément qui est dangereux. Il est seul successeur de son papa et il se comporte comme ça. Chez nous, les Bassans, on dit pomme yombe. Donc, quand tu as un fils unique, il a l'obligation de réussir. Donc, c'est ça le principe négro-africain. Il a l'obligation d'être redressé. On doit utiliser les méthodes fortes. Il n'y a pas de négociation avec lui. Il n'y en a pas. Mais il faudrait que les deux familles, donc la famille de sa mère, la famille de son père, confient la responsabilité comme ils ont commencé à le faire à leur beau-fils, parce que c'est le beau-fils qui gambarde dans la cour de sa mère. Donc, il ne peut pas admettre cela. Donc, il doit le faire, mais doit recevoir l'autorité de la famille du père de l'enfant, auprès de laquelle il a doté, de la famille de sa belle-mère aussi. On lui dit, à partir de maintenant, Roger, on t'a donné cet enfant, c'est vrai, on sait qu'il est les bandits, mais utilise tous les moyens que tu trouves appropriés pour le redresser, le recadrer. C'est voilà comment la notion de groupe va au-delà des relations conjugales qui intègrent la famille pour l'équilibre, le bien-être de la famille. Sinon, vous entendrez qu'il a même violenté sa maman, peut-être parce que sa grande sœur a envoyé, je ne sais pas moi, une petite enveloppe là pour ses soins et tout. Il a volé et il tape sur sa maman, il vole, il vend les bouteilles de gaz, il vend ceci, tout. Bon, on ne peut pas permettre cela. Alors, Pamela, dites-nous un peu, moi je veux comprendre aussi dans quelle famille est-ce que ce garçon a grandi, parce qu'on fait bien savoir, sa grande sœur n'arrive pas à placer un mot. Ça veut donc dire que la relation entre sa sœur et lui n'a jamais été correcte. Ils n'ont jamais été en bon terme. Il n'a jamais retenu, ou alors on ne lui a jamais inculqué les notions de respect. Parce que si vous avez votre petit frère à qui vous ne pouvez pas dire apporte-moi un verre d'eau, ou alors quand les gens sont en train de faire ci, ne fais pas ça,
ça pose problème. Qui vous manque du respect, même devant votre mari, il vous manque de respect. Pire encore, il est sous votre toit, sous votre responsabilité, mais il se comporte en électron libre pratiquement. Parce qu'il a eu l'appui de sa mère. Ah bon? Oui. Parce qu'il a eu le soutien de sa mère. On a toujours eu des frères. Hein. On peut être aîné d'une famille, on peut être cadet, on a toujours eu des frères. Et le respect dans une famille, ça prime. Même si le garçon en question était son grand frère, il doit du respect à cette femme. Donc, si aujourd'hui, le monsieur se permet de mal s'adresser à sa soeur, qui est sa grande soeur, en présence de son mari, qui, à mon avis, devrait considérer le mari de sa soeur comme son père. C'est-à-dire que même si vous avez des conflits avec votre soeur, au nom de son mari, lorsque votre soeur parle, vous vous taisez, à plus forte raison, votre aîné. Donc, je pense que si c'est arrivé à ce niveau, ça veut dire que la mère, d'une manière ou d'une autre, a cautionné, a accepté cela. Parce que il y a des familles où, lorsque la soeur parle, vraiment, le petit frère se tait, il ne regarde même pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui demande de faire, il fait tout simplement sans brancher. Donc, si le petit frère se permet à le faire aujourd'hui, je dirais tout simplement que, d'une manière ou d'une autre, la mère est complice. Maintenant, pour revenir au beau-frère qui ne sait pas quelle décision prendre, est-ce qu'il va envoyer ses enfants chez sa belle-mère ou pas, compte tenu de la situation de son fils. Je préfère dire son fils parce que son beau-frère a 21 ans pour moi. C'est son fils, on n'a pas besoin de dire son beau-frère. S'il veut recadrer cet enfant, il a tous les moyens, il a tous les pouvoirs pour pouvoir recadrer ce garçon. Alors, je dirais tout simplement qu'il doit prendre ses enfants, qu'il remette ses enfants à sa femme, que sa femme parte avec les enfants dans sa famille et les enfants passent les vacances là-bas. Je pense qu'à partir de là, et qu'il essaye de résoudre le problème avec son... Donc il laisse les enfants aller là-bas. Il a des filles parmi. Oui. Là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce qu'on nous a fait savoir que le jeune homme de 21 ans, il consomme de la drogue. Oui. Donc, s'il a les jeunes filles à la maison... Garçon, hein, aujourd'hui, donc. Pardon? Oui, s'il a des jeunes filles, s'il a une fille parmi ses enfants, ça devient dangereux parce qu'après avoir consommé de la drogue, il peut facilement s'en prendre à ses enfants. Voilà, il peut malheureusement s'en prendre aux enfants, mais c'est un risque parce que là, le monsieur ne sait pas s'il va donner les enfants, est-ce qu'il va priver les enfants de leur grand-mère, est-ce qu'il y a plein de questions qui se posent, mais à côté de cela, je pense que des personnes qui sont dans cette situation, comme le garçon de 21 ans, il a seulement 21 ans, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à combien de filons il peut consommer en longueur de journée, mais je pense qu'il peut encore avoir des mesures pour réprimander ce garçon, mais dire qu'on va l'isoler comme ça, et on va le mettre à l'écart de la famille, pour moi, ce n'est pas une solution. Si le monsieur peut, parce que c'est assez risque, parce que si demain, si on l'appelle en lui disant que ta fille de tel âge a été violée par son oncle, il va falloir qu'il soit amant de pouvoir supporter cela, qu'il ne s'en prenne pas à son épouse comme quoi j'ai pas voulu que mes enfants partent chez ta mère, c'est toi qui as insisté, connaissant ton frère et tout ce qui va. Il faut que l'accord soit qu'il soit de commun accord avec sa femme, c'est-à-dire que s'il décide à l'unanimité que d'accord, on va envoyer les enfants chez la grand-mère, si quelque chose arrive à ces enfants, les deux sont tout simplement responsables. Parce que je connais comment cette histoire va bien se terminer. Demain, quand on va appeler le monsieur en question, lui disant que non, l'enfant est rentré très tard, il va accuser sa femme disant que c'est parce que ton frère est dans cette maison que les enfants ont eu ceci et cela. Donc, je pense que les deux doivent s'asseoir. D'abord, arranger le problème qu'il y a entre son beau-frère et lui, qui moi j'appelle son fils et lui. Et ensuite, s'ils sont d'accord de ce que l'enfant doit, ou alors les enfants doivent aller en congé chez leur grand-mère, eh bien qu'ils acceptent, mais qu'ils sachent au moins que les risques seront très grands. D'accord, c'est quand même assez compliqué pour le beau-frère. Ou alors la petite astuce Dominique Audrey, c'est simple, la belle-mère vient à la maison et puis elle verra ses petits-fils. Il n'aura donc plus besoin de faire envoyer ses enfants là-bas peut-être. C'est tout. C'est vrai que moi, on ne sera pas content en disant non, la maman doit rester à côté de la tombe de son mari et tout. Mais il est oui, on est d'accord, mais envoyer les enfants là-bas, dans ce contexte, tant que le problème n'est pas encore arrangé et que la personne a dit avec sa bouche, si tu m'envoies, si tes enfants traversent la cour de mon père, si tes enfants viennent dans la maison de ma mère, je vais leur faire du mal. Eh bien, monsieur, vous gardez vos enfants chez vous.
expliquez à votre belle-mère, maman, on n'a pas de problème à t'envoyer les enfants, mais tant que Patrice n'est pas content et qu'il se comporte mal et qu'il menace de faire du mal à des enfants, on ne peut pas envoyer les enfants et votre belle-mère doit être à même de comprendre cette position parce que vous ne pouvez pas prendre le risque de laisser les enfants là-bas. Vous n'êtes même pas à côté parce que si c'est que vous allez passer le week-end avec votre belle-mère et vous êtes là à la maison avec les enfants, là le risque est... c'est gérable, mais si vous envoyez simplement les enfants et vous restez en Konsamba, vous envoyez les enfants, je ne sais pas, à Ebolova, n'importe où, comment est-ce que vous ferez pour pouvoir protéger les enfants? Moi j'ai dit à ce monsieur, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous devez protéger vos enfants. Une personne qui consomme de la drogue, qui a des relents de violence, est une personne sur laquelle on ne peut pas se reposer. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que ce soit le frère de votre femme et que, compte tenu de cela, il ne fera rien aux enfants. Dès qu'il a mentionné, ça veut dire que quelque part, il y a une idée de vous faire du mal à vous, le beau-frère, donc le père des enfants. Et pour vous faire du mal, il va falloir toucher à vos enfants. Donc vos enfants, vraiment, ne doivent pas bouger de chez vous. Maintenant, si vous voulez prendre sur vous la responsabilité de l'encadrer, de le redresser et tout, libre à vous, surtout ayez les bons moyens parce qu'aujourd'hui, le regain de violence est tel que vous pouvez vous prendre un couteau ou il peut vous faire tout et n'importe quoi. Oui, mais comment il doit faire pour sauver, le petit... Une désintoxication. Parce que même s'il s'éloigne de ce garçon, le moindre acte de dérapage que l'enfant pourrait produire, il sera en prison, ça va retomber sur eux, on va dire non écoutez, il faut dédommager, il faut payer telle somme, il faut rembourser. Votre fils est venu chez nous, il a volé comme ça, il est en prison, ce sera la belle-mère qui sera en train de pleurer à ses pieds, il sera contraint, et ce sera vers lui qu'on va se tourner, encore qu'ils ne sont que deux. Il sera vers lui qu'on va se tourner pour dire papa écoute, vraiment l'enfant, on ne peut pas le laisser, trouve des moyens. Donc je veux dire que d'une façon ou d'une autre, on dira que c'est un caillou dans la chaussure, il faut... trouver des solutions qui se veulent définitives. On commence par une désintoxication. Parce que s'il consomme déjà... Pour arriver à la désintoxication, il faut déjà qu'on s'adresse la parole. On a besoin de Ou alors on envoie d'autres personnes. On n'a pas besoin de son avis. On n'a pas besoin d'avoir son point de vue. Non, là, on le contraint par des méthodes militaires fortes, quoi que ce soit. Il ne s'agit pas, parce qu'il a mal posé le problème. Il fait comme si ce sont ses enfants qui sont en danger. Sa belle-mère est en danger. L'héritage de sa femme même, d'où vient sa femme, est en danger. Donc, c'est ça qu'il faut sauver. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu explorer cette situation-là. L'enfant, on le contraint par quelque moyen que ce soit, mais il faut qu'il ait l'autorité de la famille du garçon. Donc, surtout, ceux qui ont pris sa bouteille et sa dot. On le dit, mon fils, tu es notre fils désormais, tu as pris notre fille, tu prendras cet enfant. On te donne tout le pouvoir nécessaire pour cet enfant. Sinon, c'est l'héritage de ton beau-père qui sera décimé et tout. Et voilà, à ce moment-là, il se déploie. Et à ce moment, aucun membre de la famille ne pourra dire non, tu es trop dur ou tu as trop fait ceci et tout. Donc, il obtient la paternité. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il se sent capable, s'il sent qu'il a les armes pour pouvoir... Parce que moi, je vois même un homme qui est apeuré parce qu'il a peur de son beau-frère qui commence à consommer de l'alcool et tout. Lorsqu'un enfant arrive chez vous et à peine arrivé, il commence à se mélanger avec les gens dans le quartier, ça doit pouvoir vous interpeller. Vous ne devez pas le laisser en divagation comme ça. On le voit dans les endroits où on fume de la drogue, où on consomme de l'alcool, alors qu'il n'est que de passage. L'âge qu'il a, c'est un peu compliqué pour le beau de dire non, vraiment, ne sors pas, ne va même pas, reste seulement à la maison. C'est un peu compliqué. Mais il n'a pas un couillon qui peut le boxer. Vous comprenez que c'est là, le personne, quand il sort, il ne dit même pas qu'il est en train de sortir. Et alors, il revient, il va seulement à la cuisine, il se sert. Non, mais sauf que lorsque vous arrivez, vous vivez dans la maison de quelqu'un, vous n'avez pas à entrer et sortir de cette façon. On peut pas se Il a des frères de sa maman qui ont des enfants, ou des sœurs de sa maman, de son père aussi. On le prend, on le boxe là correctement. On le met en ordre. C'est comme ça qu'il faut. Il est déjà drogué. Donc son schéma mental commence à changer. Absolument. Il ne faut pas qu'il devienne un danger demain. Donc pour vous, la désintoxication va passer par la violence. Il va vouloir résister. Mais voilà, vous allez l'amener au centre de désintoxication, je ne sais pas moi, ils sont en Konsamba, oui.
Et l'hôpital militaire de Konsamba, bon, peut s'en occuper, mais non, c'est pas suffisant. Il va trouver des pirouettes et tout. Non, il doit savoir, l'enfant doit savoir que mon comportement est hostile aux autres membres de la famille. Ils peuvent même m'exclure. Et on le fait par ses frères, on le boxe bien. D'accord. Sarah, dites-nous, est-ce qu'il faut user de violence? Parce que ce qu'on va dire, c'est que dans beaucoup de familles, vraiment, c'est un gros, mais alors gros problème, où vous avez toujours quelqu'un qui est un extrême délinquant. C'est-à-dire, il y a même des parents qui sont déjà à bout. Parce qu'on va vous dire, papi, là, vraiment, on a déjà tout fait, mais cet enfant, on n'arrive pas à le contenir, on n'arrive pas à le recadrer. Il est toujours en marge de tout, fait ce qu'il veut, quand il veut. L'école, il a abandonné, c'est lui qui rentre tard. On a essayé par-ci, la violence, le fouet, ça ne passe même plus. À un moment donné, comment on va vous menacer? C'est-à-dire que vous êtes même chez vous avec votre propre enfant, mais il commence même à vous faire des menaces sous votre toit. Le sorcier, dans cette affaire, oui, c'est le beau-fils. Comment ça? Comment il est entré dans cette famille? La façon avec laquelle vous entrez, on vous prend. Il a été doux. Non. Il n'a pas été doux. Il a dû arriver avec ses élans, ses airs de grands chevaux. Je suis le premier beau. Je suis le seul beau. Celui dont on parle est le père. Le successeur du père. Il ne sait même pas comme ça. Non, non, non. Non, je ne le prends pas sous le prisme qu'il a présenté. Non. Ce gars peut aimer sortir, traîner avec des gens, mais de là aller à une conclusion aussi rapide. Dominique Audrey, j'aurais été à votre place, je lui aurais dit, le problème est simple. N'envoie pas tes enfants. Il n'a pas besoin d'envoyer sa Equinox. Mais il parle de paix. J'ai dit, n'envoie pas tes enfants, non. De paix, comment rétablir l'harmonie dans la famille? J'ai dit, il n'a pas besoin. Il n'est que le beau-fils. N'envoie pas tes enfants là-bas, c'est tout. Il n'est que le beau-fils. Il a le devoir. Il investit d'une responsabilité. Il n'est que le beau-fils. Oui. Et... il n'est pas entré comme le fils. S'il vous plaît. Il prend tout de loin. Non. J'ai pas envie d'envoyer mes enfants parce que mes enfants peuvent avoir que Dieu a réclamé. Mais non. Lorsque vous entrez dans une famille, on vous donne votre chaise. On vous donne votre place. À partir d'aujourd'hui, voici le premier fils de. C'est le jour de la dot. Quand on se retient, on dit vraiment, sache qu'aujourd'hui, on attend trop de toi. Le garçon qu'on n'a pas pu avoir, tu deviens l'aîné de la famille. Vous avez une attitude que vous devez adopter désormais. Emmener. Est-ce qu'il a essayé de discuter avec le père, qui est son petit frère et son beau-frère? Vous allez me dire oui. Mais moi j'ai bien envie de vous dire non. Au premier écart de conduite vis-à-vis de sa grande sœur, comment le beau-fils a réagi? Ça ne commence pas à fumer. Ça ne commence pas à boire. Premier écart. Premier comportement déviant dans la maison. Comment est-ce que cela a été réprimandé? Je dis que c'est le sorcier parce que c'est lui qui a laissé faire. Ça a pris ses habitudes. S'il est drogué, ça suppose qu'il a commencé à demander de l'argent. Chercher à voler de l'argent. Prendre sans demander. Ou alors on lui donnait un peu plus. Voilà ce que je dis. Il était un enfant gâté. Comment est-ce que, surtout quand il est comment est-ce que lui qui pose aujourd'hui le problème a réglé? Non. Non. C'est lui le problème. Maintenant, demander à ce qu'on lui donne le plein pouvoir. Ça se fait entendre au commissariat, tu es qui dans notre famille? Tu es quoi chez nous?
Tu es quoi chez nous? Donc ça veut dire que l'idéal c'est de pouvoir le régler en famille, avec les chefs de famille, comme mon l'a dit? Non, il dit justement que demain, s'il se retrouve dans un commissariat, la même famille lui dit... La même famille, parce que, écoutez, donc on dit boxer. Non, j'ai dit la famille lui donne le pouvoir, c'est ce que j'ai dit, qu'il a en tant que seul beau-fils. Qu'est-ce que donc donner les chefs de famille? Non. Si comme le père, comme son père à lui est décédé peut-être. Isabelle Caron, le problème est connu par la famille. Oui. Qui n'arrive pas. Non, qui ne veut pas. Non. Pourquoi vous dites ça? Qui n'arrive pas. On est d'accord d'avoir un enfant délinquant, on se plaît à l'avoir. Qui ne veut pas. Avoir un enfant délinquant. Aucun individu ne peut dépasser une famille. J'ai dit aucun individu ne peut dépasser une famille. Mais la loi qu'on a la Charles la tous les jours, donc vous voulez dire que ces enfants ne sont pas issus des familles? C'est avec la bénédiction de la famille qui laisse. Ah bon? Et la bénédiction même du quartier. Ah bon? Mais oui. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les quartiers, on connaît les gars qui votent. Les grands frères du quartier ne tapent pas pourquoi. C'est l'occidentalisation du système Charles. Je ne dis pas non, je suis d'accord avec vous. C'est que chacun est resté dans un Je suis d'accord avec vous. Pas mes vous. enfants, tout à fait. Quand l'enfant commence, le chef de famille amène en cellule. On tape. Il sort, il ne change pas, on évolue. Il sort, il ne change pas, on l'amène au camp militaire. Oui, on redresse dans les camps militaires. On dit ok. On t'amène au commissariat, on t'amène dans la gendarmerie. Ok, laisse. Un bateau le prend. On va le jeter au camp. C'est ouvert à tout le monde? Non, vous allez poser le problème. Vous allez poser le problème. On le récupère une semaine. On le manœuvre une semaine. Ah, il faut le dire aux gens qui ont... Je dis on le manœuvre. On le séquence une semaine. Il va sortir là droit comme les guilles. Je dis droit comme les guilles. Ah, c'est super. Donc, je vous dis, cette famille ne veut pas. Le beau-fils qu'on met aujourd'hui. Conséquence peut-être d'une famille, pour se comprendre, Charles, mais conséquence d'une famille monoparentale, parce qu'on a bien précisé que le papa est mort depuis. Donc ça veut dire que peut-être que la maman n'a pas réussi à faire asseoir cette autorité-là, le père étant décédé, ce sont simplement les conséquences aujourd'hui? Non. Je vous dis non. Il y a une famille. Le père n'est plus là, il a pris la place du père. Comment on l'a initié à encadrer sa femme, qui est sa mère? On ne l'a pas. On ne l'a pas fait. Donc, je dis au beau-fils, messieurs, n'envoie pas tes enfants là-bas. Point barre. Par la suite? Reste chez toi. Ensuite? Ta femme veut partir, et part. Reste chez toi. Mais lui, il peut. Mais sauf que, Charles Amel, il y a un problème, sauf que sa femme pleurera tous les jours. On a volé la bouteille de gaz de maman, on a pris même le lit de maman. Maman est malade, on a. Et c'est lui qui va dire, oui, ils vont faire comment? Voilà la situation qu'on veut. Donc, il ne faut pas poser le problème en termes d'individus. Justement, ça veut dire qu'on est sous le plan occidental, on ne pourra pas. Ils ont peut-être raté, mais j'ai dit, la famille, quand vous avez une seule fille dans une famille qui va en mariage, d'office, le mari de cette fille devient le fils de la maison. La famille, le beau-père ne vient pas là, qui a pris la dot, redonne le pouvoir, le plein pouvoir à leur beau-fils en lui disant fais tout ce qui est possible pour essuyer les... Comment il va essuyer les larmes de sa belle-mère? Vous connaissez les relations qu'il y a entre la belle-mère et ses belles-filles. D'abord, c'est les uniques qu'elle en a jusqu'à aujourd'hui. Oui. Peut-être qu'elle n'en aura plus avec ce bandit. Donc, comment vous allez empêcher cette belle-mère de jouir au moins des relations avec ses petits-fils, ses petits-enfants de l'autre côté? Non. On discipline ce garçon. On le discipline. Le gars demande l'autorité des deux familles, y compris la famille de sa belle-mère. On le discipline correctement et il va marcher. Sauf que ce n'est pas le cas. Ni au début, ni en amont, ni en aval. On peut le prendre là où il est. On peut le prendre là. La méthode. Non, mais d'abord aussi que ils ont raté la méthode. La méthode, laisser la vieille maman porte plainte. Ou se plaint, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Se plaint chez le chef du quartier. La famille d'abord. Chez le chef, non, la famille est complice. Chez le chef du quartier. Voici le problème que je vis. Vous êtes extrémiste. En famille, on a déjà, j'ai besoin. Maintenant, le chef de bloc ou de quartier prend ses responsabilités au niveau du quartier.
Puisqu'il vit dans un environnement. Le jour qu'on te voit dans telle zone, prépare-toi. C'est les avertissements. Le jour qu'on te voit, ça va commencer à restreindre son champ d'action. Lorsqu'on se rend compte qu'on a réussi à restreindre son champ d'action, on convoque une famille où on fait intervenir le beau. Tout de beau, on ne peut pas. Il a des griefs contre ce beau. Il a des griefs contre ce beau. Il y a des beaux frères qui, dans les familles, sont respectés du début à la fin parce qu'on leur a donné la place. À celui qui n'a jamais donné de place. Il ne peut pas venir revendiquer à la fin une place qu'on ne lui a jamais donnée. Il n'est pas sûr, ça. À cause de lui, il aura été peut-être assez hautain. On lui a donné l'enfant. On lui a donné l'enfant pour participer à son institution. Comment? Si on ne lui avait pas donné sa place. Mais non, maintenant, pourquoi est-ce que lui également n'a pas toléré? Pourquoi au moindre dérapage, il dit simplement, il fout l'enfant à la porte? Si ça avait été le sien, si vous permettez que j'arrive jusqu'au bout, est-ce qu'il aurait mis son enfant à la porte? On est d'accord que les enfants ont des manquements quelquefois, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on vous mettra dehors. C'est le système occidentalisé. C'est-à-dire que tout le monde, même la famille, sont dans ce système-là. Ils sont dans ce système et c'est ça qu'il faut bannir, justement. Il faut revenir à la notion de la famille. De moment. Or, si on reste dans la vie conjugale, voyez comment il a posé le problème, comme si le problème était un problème conjugal. Mes enfants ne peuvent plus aller chez leur grand-mère. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas seulement ça qu'on veut régler. On veut régler les problèmes de l'organisation sociétale. Pas même l'organisation sociale, mais sociétale. Parce que ça l'amène son organisation complète. Ça, c'est l'organisation sociale qui amène la chefferie, tout ça. Mais l'organisation sociétale voudrait que une femme qui n'a que 2 enfants, une fille et un garçon, quel est l'encadrement qu'on apporte lorsque la fille ira en mariage? Et le garçon sera un enfant gâté comme le dernier ici? Et non, la famille doit veiller. Et puisque la famille est un peu loin, c'est lui qui vient épouser leur fille. On lui dit, tu le prends. C'est d'ailleurs de son beau-frère qui viendra apprendre les aspects successoraux pour son père, parce qu'il va prendre le siège de son papa demain, dans la succession. Et auprès de sa grande sœur qui est également sa fille, parce que sa maman devient sa femme. Nous disons la même chose. Donc moi j'ai dit, mais c'est l'organisation sociétale dont la famille qui a perdu la main peut-être parce que le beau, oui, comme il dit, la famille a réellement perdu la main. Parce que si le frère, si la soeur n'arrive pas à parler à son petit frère, non, ça arrive. Non, mais là, la soeur n'arrive pas à parler à son petit frère. Vous avez, on a des frères. On sa soeur n'arrive pas à parler à son petit frère. Oui, devant votre mari. Le petit frère qu'elle nourrit. La famille a laissé faire. La famille n'a pas donné le lit de dormir. La famille a laissé faire. Qui vous assurer l'éducation? Isabelle Carole. Non, mais attendez, vous voulez justifier et consonner quoi sur ce plateau? Vous vous placez de l'autre. Est-ce qu'on justifie? On explique. Vous le nourrissez. Vous vous placez de l'autre côté du miroir. Votre soeur est mariée. Faites attention. Vous avez des gens que lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils sont imbus. Quel est l'élément qui a provoqué la révolte de cet enfant? Pour qui se drogue? C'est vous qui parlez de drogue. Mais c'est l'histoire de ça va pas de drogue. Je ne peux pas la voir. Cet enfant a été élevé comment par sa propre maman? Encore que moi, est-ce que ce n'était pas un enfant gâté? À qui on a envoyé, il ne sait même pas laver les assiettes. Il a 21 ans. C'est un enfant qui ne sait même pas laver les assiettes, il ne sait même pas laver ses propres habits. Peut-être qu'à la maison, c'est sa grande soeur qui faisait tout. On lui dit, non, laissez, papi ne peut pas. C'est un enfant gâté qui n'accepte pas qu'on le gronde. Je dis donc. Donc en fait, quand le beau-frère rentre dans la famille, on trouve un enfant gâté. Nous disons tous la même chose. Oui, mais vous dites que la famille a... Je vous dis, mais vous voulez qu'on dise ça comment? On trouve un enfant gâté. Qui peut accepter voir son enfant se perdre? Personne. Alors? Personne, vraiment. Et ils ont accepté. Ils ont laissé. Ils ont subi. Maintenant, ils ont subi. Ils subissent jusqu'ici. Quel est le parent qui va supporter de savoir que si je vais dans le stade, si je vais trouver mon fils en train de... C'est vous qui êtes en train de dire, il était chouchouté, il était caressé, il était caressé. C'est quoi? Vous appelez ça quoi? Mais est-ce que tous les enfants qu'on chouchou sont des drogués? Mais ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire.
Oui, en tout cas, moi je disais, Isabelle Carole. C'est pas à 21 ans qu'il a commencé à manquer du respect à sa soeur, manquer du respect au beau-frère, manquer du respect à la mère. Au point où l'enfant de 21 ans commence à dire qu'il va entrer à la maison ou pas. Mais c'est pour ça justement que le beau-frère dit comment je gère ça, puisque je suis condamnée à vivre avec cet homme. Je crois qu'il y a des reproches également à formuler à l'enfant. Oui, mais comme il faut sauver, la vieille maman ne va pas dormir. Prends l'autorité auprès des deux familles. Oui, qu'il prenne l'autorité et tu le règles. Merci à vous sur le plateau. Vos réactions sont attendues. On passe d'abord à la deuxième articulation, la colère. Ce jour sur la question de la recrudescence des erreurs médicales dans ce pays. Les Camerounais ont peur désormais de se soigner. Ils ont peur d'aller dans les formations sanitaires. Ils ont peur de se faire prendre en charge parce qu'ils ne savent pas d'où viendra le bip de la mort. Les erreurs médicales constitueraient la troisième cause de décès au Cameroun, derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est 20 fois plus que les accidents de la route, et selon des calculs, cela pourrait être la troisième cause de mortalité dans notre pays. On parle de 10 000 cas. 10 000 cas de décès enregistrés. 10 000. Il y a quelques années, nous étions à 8 000. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000. C'est 20 fois plus que les accidents de la route. Quelle est la différence qui existe entre la faute médicale, l'erreur médicale, la maladresse médicale, l'erreur de diagnostic, l'imprudence médicale, la faute dans le suivi médical, l'omission de porter secours, comme on l'a vu récemment avec le ministre de la Santé qui a découvert un cas dans une ambulance. Savez-vous que de nombreuses personnes sont victimes chaque année d'accidents médicaux ou d'erreurs médicales pouvant pour certaines personnes provoquer des séquelles sévères et définitives? Savez-vous que le chiffre des personnes atteintes est difficile à déterminer car la majorité des personnes victimes ne déclarent pas leur accident ou l'erreur médicale? Les hôpitaux camerounais et les erreurs médicales entretiennent une relation incestueuse. On se souvient notamment de l'histoire de ces nombreuses personnes devenues définitivement infirmes à la suite de l'injection d'un médicament contre le paludisme appelé Kinimax à une certaine époque. Du médecin généraliste qui n'effectue pas le bon diagnostic ou tarde à le poser, jusqu'aux négligences graves aux urgences ou au bloc opératoire, les erreurs médicales concernent tout le corps médical. Chaque jour, il tombe. Négligence ou imprudence, comprise que le chirurgien oublie dans le corps du patient opéré, défaut d'information du patient, erreur grossière de diagnostic, erreur de traitement, erreur technique, mauvaise manipulation d'un outil d'examen, d'une seringue. Il faut le dire, les cas depuis le mois de janvier sont légion et méritent qu'on marque un temps d'arrêt. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui mérite de soigner urgemment ou d'hospitaliser? Était-ce le médecin, les outils du médecin, ou alors tout simplement le corps tout entier? C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et
Bon, Benga, on parle là d'une question de santé, c'est extrêmement délicat. Les erreurs médicales, on en dénombre malheureusement de manière régulière, si ce n'est de parler de la récurrence. C'est à ceux qui sonnaient déjà sur la qualité de la formation reçue, sur le suivi également qu'on observe dans ces formations hospitalières. On parlait tout récemment de stagiaires qui auraient même pris sur elles le pouvoir faire enfanter des produits de conception. Et à la fin, on parle de ce que c'est une stagiaire. On veut bien comprendre qui se retrouve dans la salle d'accouchement, qui vous reçoit, qui vous fait accoucher. Et après, on n'a plus de suite. C'est vivant ou mort, ou comment, on ne sait pas ce qui se passe. On reste sur la fin. Entre-temps, on a des personnes qui sont en larmes. On a vu des personnes perdre la vie simplement, ou alors perdre même des fois la vue. Parce qu'on vous met un médicament qui n'est pas ça. On parle là d'un problème qui est au centre du monde, autant de la vie humaine, parce que ça c'est de la vie humaine qu'il s'agit. Vous avez parlé de formation, effectivement, c'est cela. Mais la formation ici n'est pas seulement qu'on a laissé les stagiaires faire ci ou ça. C'est que le médecin même bien formé, est-ce qu'il a la tête à l'ouvrage? Il me semble qu'ils ne sont pas nombreux comme ça. C'est-à-dire que voilà un métier comme dans certains autres où on prête serment. Vous parlez du serment d'Hippocrate. C'est-à-dire, vous prêtez serment parce que la vie des gens est entre vos mains. Est-ce que vous allez développer le sens moral au point où vos connaissances, vous allez les mettre pour sauver la vie des gens que vous aurez en face? Voici, c'est ça le serment du corps médical. Est-ce que dans notre environnement, le corps médical s'est imprégné de ce serment? J'ai dit non. Ça ne veut pas dire que tous les médecins sont dans cette situation. Non, il y a des médecins qui sont là par vocation, bien entendu. Et justement, c'est l'État qui devrait donner ses actes. Erreurs, fautes, ainsi de suite. Je parle d'un cas là, parce qu'il en a parlé lui-même, le professeur Messanga Nyamding. Il est suivi par un ophtalmologue qui est de l'armée, je ne cite pas son nom, qui a fait erreur, faute grave, il perd la vue à hauteur de 95%. Pour être diagnostiqué glaucome alors qu'il n'en était pas. C'est en France qu'on lui dit que, mais en fait, il y a eu une faute. Moi, le médecin en France lui dit que c'était une faute. Il pouvait porter plainte, il a dit non, c'est un ami. Qu'il a fait, s'il a fait, il n'a fait ou quoi, bon, que ce soit ce qui était arrivé, je ne porte pas plainte. Ça ne va pas me remettre ma vue. Messanga Nyamding pourra expliquer. Donc, est-ce que l'État a encadré cela, on a mis dans le truc? Non. Non. C'est-à-dire qu'au point où certains médecins vous disent même que nous nous soignons, hein, c'est Dieu qui guérit. Nous avons eu ce problème à ce moment précis. Nous avons présenté, nous les thérapeutes africains, nous, ce qu'on appelle les marabouts là. Nous avons au moins 3 protocoles contre Covid. Lorsqu'on demande à l'État de faire fonctionner l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales, pour eux, ils ont préparé une proposition de projet de loi et disent que si moi, je dis que je vais soigner quelqu'un, si j'ai dit que c'est la feuille de mangue que j'utilise, un médecin doit venir confirmer. J'ai dit, mais attendez. Bon, les serpents qui meurent, les gens là, le médecin doit, il a quoi, quelle matière là? Et mettez donc en fait, faites fonctionner l'institut pour qu'on fonctionne ensemble. Non, vous voyez que il y a un dispositif tel que nous ne pouvons rien face au corps médical qui a commis la faute, oui, qui a fait l'erreur, qui a fait ci, qui a fait ça. Au point, hier même, j'ai suivi, les gynécologues sont en caverne, ils disent, oui, nous sommes tous des gynécologues, mais si nous n'avons pas assez d'appareils, nous ne pouvons même pas faire des avortements tels que le prévoit la loi. J'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est ça là. Mais, attendez, il dit que oui, nous sommes gynécologues obstétriciens, mais nous n'avons pas tous les mêmes appareils pour procéder aux avortements comme le dit. Voilà. Vous voyez donc, il dit oui,
nous pouvons faire lorsque la santé de la maman est menacée, lorsque bon, il y a un dispositif, voilà. Si la grossesse n'est pas évolutive, si la grossesse n'est pas évolutive, on peut. Même eux disent que nous tous, nous n'avons pas les appareils nécessaires pour faire ce que prévoit la loi. Vous voyez, bon, cet aveu d'échec ou de combien de quoi me réconforte aussi en disant que peut-être à l'interne, ils vont se dire entre eux que non, cher collègue, toi là, ce que tu as fait. Mais est-ce que l'ordre des médecins arrivera donc à sanctionner certains d'entre eux qui se seront mal comportés? Je n'en sais rien. Mais en principe, ça aurait dû être le cas. Qu'entre eux, il y a une police interne qui sait que tel là, qui a fait telle erreur dans le diagnostic, problème des yeux ou de la gorge ou je ne sais pas moi, tel, on le corrige et on rend public, on enlève même son nom du tableau de l'ordre des médecins. Est-ce que moi je n'ai jamais entendu parler d'un cas pareil? Donc voilà donc comment ça multiplie et ça renvoie donc à ce que nous, les indigènes africains, nous parlons de la science. La science c'est quoi? Et si on parle de science exacte, la science c'est la capacité d'un peuple à transformer sa culture en objet de connaissance. Et la connaissance, c'est la science qui est consciente du principe divin placé dans la nature et la volonté de l'homme à s'épanouir suivant ce principe cardinal. Vous voyez donc que Dieu revient partout. Donc si tu as une connaissance, donc ta science doit t'amener à dire que mais Dieu veut l'épanouissement des gens. Dieu a besoin d'eux, puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Est-ce que le corps médical camerounais s'est imprégné de ces orientations et ils prennent un serment d'un grec? Est-ce que c'est conforme à nos us et coutumes? J'en doute. Est-ce qu'on devrait même, c'est-à-dire que Dominique Audrey, il y a des jargons, du moins des expressions qui ne devraient même pas être utilisées dans un corps de métier. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous dites que vous avez confondu le frein avec l'accélérateur, vous avez fait une erreur. Oui, c'est ce que ça veut dire. Et puis voilà, c'est une erreur. Et puis on devrait pouvoir cautionner ça et laisser passer. Voilà, c'est une erreur. Est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'il y a des expressions qui ne devraient même pas s'employer dans l'univers médical? Parler d'erreur dans ce milieu-là est simplement synonyme d'incompétence, de distraction, de laisser aller. Ou alors on dira que c'est la précarité aussi dans laquelle ces médecins, du moins le corps médical aussi, infirmiers y compris, évoluent, qui font en sorte que quelquefois ils se perdent un tout petit peu, ils s'emballent les pédales, le salaire qui n'est pas conséquent, les conditions de travail également qui laissent à désirer, les hôpitaux eux-mêmes qui se trouvent dans un état d'abord insalubre, le plateau technique aussi qui est quelque peu désuet. Autant de choses qui participent à comment je dirais, à pouvoir traiter de cette façon ces patients. Moi j'ai eu ce cas avec j'avais un enfant hospitalisé. Et puis, il y avait 2 perfusions que la dame devait donner dans 2 salles qui étaient proches. Et puis, il y avait une autre dame âgée dans l'autre salle. Et puis, le mien était dans une salle. Elle a carrément confondu les perfusions. Je vous explique. Oui, c'est pas si vous comprenez. Elle avait 2 perfusions où le médecin avait prescrit. Et toi, elle était infirmière, donc elle devait simplement venir mettre les perfusions. Elle a confondu les perfusions. Vous êtes rendu compte comment? Vous en êtes rendu compte? Donc, je vous explique pas. Je vous épargne de la suite. Je vous épargne de la suite. Franchement. Elle a confondu. Non, c'est là où elle sursaute tellement. Oui, avec une maman qui est de l'autre côté. Imaginez 2 pathologies qui n'ont rien à voir et la dame confond. Tout à fait. Dommage. Tu vas t'injecter l'alcool 90 degrés. Vous voyez que si on extrait erreur, faute médicale du lexique, on serait en train de se fourvoyer parce que les actes, les situations continueront d'arriver. Il faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce que les médecins, certains médecins en arrivent là. Est-ce qu'on doit interroger la formation à la base? Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez dans un hôpital, vous expliquez les symptômes que vous ressentez et on ne va pas chercher à savoir quels sont vos antécédents médicaux. On va simplement décider de vous administrer un produit. Parfois, c'est le manque de concentration comme la dame. Parfois, est-ce qu'on ne dira même pas peut-être aussi qu'ils sont surmenés? Parce que vous avez un médecin qui reçoit 50 patients le même jour. Et pour ça, ça me renvoie à un autre cas où on a presque une dame
une ordonnance d'une patiente qui venait de sortir de son bureau. C'est-à-dire qu'il a represcrit tout ce qu'il venait de prescrire. Surmené. Oui. Il a represcrit ce qu'il venait de prescrire à celle qui est sortie. C'est-à-dire que celle qu'il a reçue avant vous, quand il prend l'ordonnance, il à ce moment, il faut faire très attention. Mais la compétence doit être remise en cause également. Parce que vous avez mentionné les problèmes de salaire, la qualité ou le niveau de vie des médecins. On est surmené, mais c'est une sorte de vocation. Vous n'allez pas mettre la vie des gens en jeu parce que vous n'êtes pas satisfait de votre salaire. Quand même. Quand vous parcourez la toile, si vous tapez sur Internet les erreurs médicales au Cameroun entre 2022 et 2023, la pluie, quoi, on ça va tombe vous dire, énormément. un enfant, on a oublié le garrot, l'anesthésiste a fait comme ça, il n'a pas fait. On a injecté l'alcool, après on a injecté le formol, après on a injecté. Il faudrait appeler également les patients à un peu plus de responsabilité. Lorsque vous allez à l'hôpital, que ce soit vous ou votre garde malade, avant qu'on ne vous fasse une quelconque injection, posez la question. Lorsqu'on vous fait une prescription, demandez au médecin, l'autre que vous me prescrivez, c'est quoi le projet, c'est quoi le but? Ou alors, s'il ne veut pas vous répondre, vous vous documentez, il y a les notices, il y a Internet. On ne va pas vous répondre. Non, on répond. Non, on répond. Vous posez la question, on répond. Non, mais il faut répondre. Si moi, vous me consultez, vous allez me répondre. Vous devez répondre. Vous ne répondez pas comment. Les médecins qui sont... Oui. Ils ont l'impression que vous voulez déranger. Docteur, le paracétamol, c'est pourquoi? Non, il ne répond pas. Il dit, madame, vous voulez la guérison ou paracétamol? Non, laissez-vous. Jamais. Ouais, ça se passe comme ça. C'est comme ça que d'autres font. C'est pour ça qu'on dit aux téléspectateurs, exigez des réponses. On ne va pas vous injecter l'alcool parce qu'on va vous dire, vous ne nous apprenez pas notre travail. Tout à fait. Non, exigez des réponses. Il faut mettre la responsabilité des patients là-dedans. Parce qu'il y a des... Vraiment, excusez-moi, on peut parler d'erreur médicale, mais je crois qu'on est aussi pour beaucoup. Il y a des gens qui reçoivent des médicaments, ils ne prennent pas la peine de lire la notice. Je ne peux pas consommer un médicament si je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est prescrit. Oui, mais quand vous êtes hospitalisé, on vous met ça dans les trucs. Oui, non, c'est autre chose. Mais il y en a qui vont à la pharmacie, qui achètent des médicaments, qui boivent. On a eu dans la revue des réseaux sociaux des femmes qui prennent des remèdes, infligent aux enfants sans même savoir ce qu'elles sont en train de donner. Après, l'enfant décède et on se rend compte que le médicament n'était pas indiqué pour un enfant. Durant mes différentes hospitalisations, quand l'infirmière arrive dans ma chambre et veut injecter un produit, je lui demande ce qu'elle injecte. Elle vous répond. Elle doit répondre. Je suis en train de vous dire que dans d'autres hôpitaux, ce n'est pas pareil. Mais il faut pas se laisser faire. Non, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas se laisser intimider de cette façon. Non, il ne faut pas laisser faire. Parfois, vous êtes même hospitalisé, on refuse qu'une personne vous accompagne. Oui, lorsque vous vous injectez, on vous met une perfusion, on vous dit non, madame. Il y a l'heure des soins. C'est-à-dire que l'heure des soins. Et même ce que là, même facile pour tout le monde. S'il y a d'autres personnes qui vont dans ces espaces, peut-être ils trouvent la santé. D'autres personnes, c'est pas pareil. Moi, je connais une dame qui est aujourd'hui handicapée. Elle venait pour un traitement, mais là, c'est pas du racontage. Aujourd'hui, elle est handicapée. Je préfère taire son nom. Carrément, parce qu'elle nous a raconté qu'elle était venue pour un problème particulier. Elle avait peut-être 10 ans à l'époque. Elle est venue avec sa maman. On l'a injecté un produit qui n'allait pas avec son mal. À l'instant où je vous parle, elle est toujours handicapée. Le médecin a pris la poudre d'escampette. On n'a pas de nouvelles de lui. Ça arrive. Encore que c'est un service qui se relève. Il y a des personnes qui sont capables de doubler le cas. Peut-être votre collègue vous appelle en vous disant non, j'ai eu un empêchement, essayez. Ça demande beaucoup de lucidité. C'est comme sur ce plateau, le moment où on arrive. Vraiment, on a tous les problèmes, mais on prend quand même sur nous de pouvoir y aller les téléspectateurs. C'est une obligation parce que le sourire que le médecin donne aux patients, c'est déjà une guérison. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'hôpital pour trouver la santé, vous revenez avec toute autre chose. Oui, et les parents doivent être vigilants. Mais nous, j'ai au moins 4 de mes cousins qui ont l'handicap déjà la main là. Voilà. Injection qui n'y manque. Et lorsque on va à l'hôpital, on a vu des cas. Le dernier cas, on a vu le ministre de la Santé du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Si vous écoutez le personnel de cet hôpital, ils vous font savoir qu'il n'y a pas l'effectif. Vraiment, je ne comprends pas. Est-ce qu'on dirait aussi quelque part nous, les patients, on aime aussi le moins cher. On a vu le gars à regard social qui allait se faire circoncire à 10 000 francs. Ça s'est tellement mal passé. C'était en bordure de route dans un endroit. C'est-à-dire qu'on a charcuté son sexe. Je ne sais pas, mais bon, Bengan, on va interroger le pouvoir d'achat aussi des Camerounais. Oui, tout à fait. On va interroger le pouvoir d'achat parce qu'en réalité, la médecine était gratuite. On peut le dire comme ça. On soignait le citoyen, allait dire gratuite. De manière, quand on échelonnait donc le niveau de vie, comme vous aimez appeler, montait, et ça n'était pas accompagné du pouvoir d'achat des citoyens. Ils se sont retrouvés à une situation où on vous dit,
un jour comme ça, on vous dit, non, non, la santé coûte cher, hein. La santé coûte cher. Mais vous n'avez donc pas, oui, la santé coûte cher, mais on n'a pas préparé les populations vers cette santé qui coûte cher là. Parce que leur poche était complètement vide. Et vous avez quelqu'un, on a donc commencé à courir à des méthodes pas commodes du tout. Et les patients doivent être vrais avec les médecins. Lorsque vous arrivez, on vous pose des questions, il faut répondre. C'est en fonction des réponses que vous donnez quand vous prescrivez un médicament. Oui, on a des personnes qui... Non, c'est que... Non, on sait que... On donne toujours le vrai âge. Peu importe ce qu'il y a sur votre carte d'identité à l'hôpital, on donne toujours le vrai âge. Dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire. Bonjour à tous les médecins qui nous regardent ce matin.